Bonjour à tous, je m'appelle Elvis Gori Mulumbela. J'ai 22 ans, je suis de la République démocratique du Congo. Je suis à l'université de Mohamed V de Rabat, faculté de sciences juridiques et sociales en deuxième année de droit. Je vais vous parler de mon histoire avec le Maroc. D'abord, je suis né au village à 1000 km de la ville. Je suis ici d'une famille très pauvre et dans un village où la société vit en communauté. Cependant, je n'ai pas connu ma mère ni par photo ni par visage, car elle est morte à ma naissance. J'ai 4 grands frères et une sœur. Ma famille a été un arsenal de désordre après la mort de ma mère, car juste après la mort de ma mère, mon père devint alcoolique. Il cessa de s'occuper de la famille. Notre premier grand frère quittant le village pour devenir militaire et le deuxième né de la famille allant à 500 km de chez nous. Et les deux autres frères quittèrent le village pour aller s'installer ailleurs chez mes oncles paternels. Quant à moi et ma sœur, étant donné que nous étions encore enfants à l'époque, nous sommes restés avec notre père jusqu'à sa mort en 2003 quand je n'avais que 5 ans. Durant la période où je suis resté avec mon père, la vie a été une expérience très difficile pour moi, pour ma sœur et pour mes camarades du village. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu étudier. Ça a été mon rêve. Ça a été tout ce que je cherchais dans ma vie. Hélas, mon père ne s'occupait pas de la vie scolaire, ni de mes frères, ni de moi. Et d'ailleurs, aucun parmi eux n'a pu voir le tableau noir. Comme je voulais étudier, j'ai commencé à demander l'aide de mes oncles paternels, qui vivaient à 30 km de mon village. C'est dès l'âge de 4 ans, presque 5 ans, j'ai commencé à devenir un enfant nomade. C'est-à-dire que je suis allé les chercher à 30 km pour les demander s'ils pouvaient me scolariser. Hélas, en dépit de mon voyage, mes oncles paternels refusèrent de me scolariser et refusèrent de m'ouvrir la porte, car disaient-ils que j'étais sorcier, qu'un enfant de 4 ans ne pouvait pas marcher pendant 30 km à pied, et que ce n'était pas du hasard. C'est ainsi que ils accusèrent mon père de me faire avaler des gris-gris, c'est-à-dire de la magie. Ce qui n'était pas vrai, bien sûr. Après les refus, je suis rentré dans mon village pour aller supplier mon père de pouvoir m'envoyer à l'école. Mais c'était la peine perdue. Car quand je suis arrivé, mon père refusait, n'écoutait pas. Mais comme mes camarades allaient à l'école et je voulais faire comme eux, et puis c'était mon rêve, donc j'ai décidé d'aller voir les directeurs, de l'école pour pouvoir lui demander s'il pouvait me laisser payer l'école en troc. À l'époque, dans mon école, l'école était moins chère. On payait des 100 francs congolais. Et si je peux me permettre de le convertir en dirham, je dirais 2 centimes ou 3 centimes dirham. C'est-à-dire que c'était moins cher. Malgré ça, la majorité des villageois n'avaient pas ces 2 centimes pour payer l'école de leurs enfants. Ainsi, plusieurs enfants étaient déscolarisés dans mon village. Alors, moi je suis allé voir le directeur. Je lui ai demandé s'il pouvait me permettre de payer cette école en troc, c'est-à-dire en place de l'argent. C'est-à-dire, je lui ai proposé de lui payer 4 tiges de manioc, ou soit 2 bouteilles d'huile de palme.
Après une longue discussion, après une longue hésitation, il finit par accepter. C'est ainsi qu'il me permet d'étudier en troc. Je suis le premier enfant de mon village d'étudier, de payer mon école en troc, en ouvrant ainsi la porte de l'école à plusieurs enfants qui commencèrent à étudier dans le même système que moi. Malgré cela, cette opportunité qui m'a été donnée, mais il y avait encore d'autres obstacles qui m'attendaient devant moi. Car mon père, juste après 5 mois, mon père mourut en 2002, lorsque je n'avais que 5 ans. Et mon père n'avait laissé rien au champ. Donc, je ne pouvais même pas retrouver ces 4 tiges de manioc pour payer mon école. Mes grands frères n'étaient pas au village, tous étaient ailleurs. Il n'y avait que moi et ma sœur. Et nous étions ainsi obligés de nous prendre en charge. C'est ainsi que ma sœur me proposant que nous devions voler dans les champs de nos voisins pour payer mon école. J'ai accepté son idée. C'est ainsi que pendant 5 ans, nous volions les maniocs chez nos voisins pour payer ma scolarisation. Bien sûr, ce n'était pas facile puisque les villageois nous frappaient, nous insultaient, mais nous supportons tout cela car nous devions étudier. À la classe de 6e primaire pour aller au collège, le directeur, en regardant mes bulletins, mes notes, c'est-à-dire mes résultats scolaires, décidant ainsi de me prendre en charge pour que je puisse obtenir mon certificat de l'école primaire pour pouvoir aller au collège. C'est ainsi qu'en 6e, j'ai été pris en charge par le directeur et j'ai terminé en 2007-2008. Après cela, dans mon village, il n'y avait pas le collège ni le lycée, puisque pendant la guerre civile qui avait saccagé mon territoire, tout a été brûlé, le village a été brûlé, les professeurs, tout avait quitté, donc on n'avait plus de collège dans mon village. Et le collège se trouvait à 30 km de chez moi, dans un village qui s'appelle Kalema. C'est ici que j'ai quitté mon village Bukunga pour me rendre à Kalema. D'abord, Kalema se trouve à 3 km de là où vivent mes oncles paternels. C'est ici que je suis allé lui demander à mes oncles paternels s'ils pouvaient m'aider à payer les collèges. Tous refusèrent, me donnèrent les mêmes raisons qu'ils m'ont donné 6 ans avant, en disant que non, ils n'ont pas de moyens de me scolariser et qu'ils ont des charges et peut-être qu'ils avaient peur que j'ai été contaminé par la lèpre de la maladie qui avait tué mon père. C'est ainsi que les refusèrent. Mais je n'étais pas découragé. Alors, j'ai encore décidé de nouveau d'aller voir les proviseurs qui dirigeaient l'institut ou ce collège Kumi Bangombe. Après une longue discussion avec les proviseurs et en regardant mes résultats scolaires, mes bulletins, les proviseurs acceptant de me prendre en charge. C'est ainsi que j'ai trouvé le collège. Mais je devais encore trouver une place pour vivre, puisque à Kalema je ne connaissais personne. Et donc je suis allé maintenant voir maison paternelle à 3 km s'ils pouvaient m'héberger. Une fois de plus, ils refusèrent tous. Ils dirent non, j'étais contaminé de la lèpre, que je pouvais aussi contaminer leur famille. Ainsi, mes oncles me rejetèrent, refusèrent de me prendre en charge. Heureusement, je connaissais une religion qu'on appelle les témoins de Jéhovah, qui était un peu active dans ma région. C'est ici que je suis allé voir les témoins de Jéhovah là-bas pour les demander s'ils pouvaient me scolariser et plutôt m'héberger chez eux. Et comme beaucoup de témoins de Jéhovah me connaissaient, j'ai pu trouver chez un frère appelé Bertin
à qui je suis resté là-bas. Donc les villages où j'avais trouvé des logements se trouvaient à 8 km de l'institut ou du collège où je devais aller étudier. Le village s'appelle Kamwenze. Mais si je n'étais pas seul, nous étions presque 10 enfants qui faisaient aller-retour pour aller à l'école. C'est ainsi que je suis resté au collège à Kalema tout en habitant à 8 km. Donc chaque jour, je devais aller faire aller-retour. Je l'ai fait pendant 2 ans, c'est-à-dire pendant la première année du collège et deuxième année du collège. Et quand je suis arrivé en troisième année, à l'école où j'étais, il n'y avait pas littéraire. Et moi, je voulais faire la littérature puisque à l'époque, j'ai rêvé être journaliste ou un écrivain. Comme il n'y avait pas la littérature, j'ai décidé de partir dans un autre village à 60 km de mon village où se trouvait la littérature. C'est ainsi que je suis arrivé à l'institut Ndaï dans les villages de Loubiaï. C'est-à-dire c'est la chef-lieu du territoire du Kabongo. Là-bas, c'était l'institut Ndaï, c'était une école catholique, mais qui est payant. Je suis allé voir les proviseurs qui contrôlaient l'école. Je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit non, je voulais faire la littérature et que dans mon village, là où je viens, il n'y a pas de littérature. Il n'était pas convaincu, bien sûr, dans le premier temps, mais j'ai insisté pendant presque 3 mois et il a fini par accepter de me scolariser gratuitement. C'est ainsi que j'ai commencé ma 3e année du collège dans l'Institut Ndaï, dans l'option littérature. Maintenant à Loubiaï, j'ai encore trouvé un autre frère qui m'a hébergé pendant 2 mois. Après, il est mort par accident. Sa femme refusant de vivre avec moi et disant qu'il ne pouvait pas me prendre en charge. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la rue à Loubiaï. Ainsi, je dormais dans différentes églises, ou soit je dormais dans l'église catholique, et même dans les salles de classe. Mais les matins, je partais manger chez des voisins, chez n'importe qui. Et je continue ici. C'est ainsi que je suis resté là-bas une année. Et vers la fin de l'année, j'ai rencontré une amie à moi qui m'a dit écoute, ici tu souffres ici, on est dans un village, si tu ne pourras rien faire, si tu veux vraiment étudier, tu dois aller en ville. Et là-bas, tu pourrais aller dans un orphelinat, tu pourrais aller rencontrer des personnes qui pourraient t'aider. Et d'abord, quand il m'a parlé de la ville, c'était pour ma première fois d'entendre parler de la ville, puisque depuis ma naissance, ni mon père, ni ma mère, ni aucun de mes frères n'a pu aller en ville. Mais si je ne sais pas celui qui est devenu militaire, s'il a été envoyé en ville, je ne sais pas. Mais à ma connaissance, aucune de ma famille n'a pu aller en ville. J'étais les premières personnes. C'est ici que, alors, comment pourrais-je aller en ville? Et la ville se trouvait à 1000 km de chez moi. Je devais voyager à 1000 km. Et là-bas, nous voyageons avec les trains. Les routes sont vraiment bizarres. Ce sont des routes qui ne sont pas goudronnées, mal entretenues. Il y a des accidents partout. C'est ici que Guillaume, l'ami qui m'avait conseillé d'aller en ville, me montrant les chemins, comment je peux aller. Alors, en juillet 2011, j'ai décidé d'aller à Lubumbashi, c'est-à-dire aller à 1000 km. Je suis allé à la gare. Quand je suis arrivé à la gare, j'ai monté sur les toits du train. Parce que souvent là-bas chez nous, les clandestins, c'est-à-dire ceux qui voyagent sans payer les billets du train, souvent on voyage sous les toits du train, puisque à l'intérieur des wagons, dans les wagons là-bas, non seulement c'est payant, c'est cher, mais il faut aussi très chaud. C'est-à-dire, pas vraiment très chaud, mais à notre niveau, c'est très chaud. Donc c'est ainsi que je me suis mis, j'ai monté les trains sur les toits pour aller à Lubumbashi. Je ne savais pas la réalité de la ville.
Et Guillaume ne m'avait pas parlé de points négatifs, c'est-à-dire comment les gens vivent en ville. Il m'avait juste dit que non, je rencontrerai des grandes personnes, des bonnes personnes qui pourraient m'aider. Et quand je suis arrivé en ville, c'était une autre réalité. La vie n'était pas vraiment celle que j'ai rêvé au village. Je me trouvais devant des personnes, devant une conception de vie qui est très différente de là où je viens. Les gens sont trop individualistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vie communautaire vraiment comme nous vivions chez nous. Et en plus, j'étais arrivé dans une période de crise économique. À l'époque, la ville connaissait une grave crise que toute famille en souffrait beaucoup. Ainsi, pour trouver une famille pour m'héberger, c'était devenu très compliqué. Donc, j'ai été obligé de rester pendant presque 2 mois ou 5 mois dans la rue, en dormant à l'extérieur, passer par là. Et après, je suis allé à l'église des témoins de Jéhovah pour leur demander leur aide pour l'hébergement. J'ai pu trouver un frère qui acceptant de m'héberger chez lui. Les premières années que les frères n'avaient pas de moyens pour me scolariser. Et encore, même pour payer sa maison. Parce qu'à l'époque, sa maison, il payait ça, disons, c'était 15 000 francs congolais. En dirhams, disons, 15 dirhams qu'il payait par mois. Malgré ces 15 dirhams, il ne pouvait pas payer sa maison. C'est ainsi qu'il dit quitter la maison pour aller vivre chez sa mère et sa femme allant vivre chez elle. Et moi, je me suis retrouvé dans la rue. Après 2 semaines, un frère qui avait 8 enfants m'acceptant, m'amena chez lui pour vivre là-bas. Et quand je suis allé chez lui, ça a été une vie de calvaire. Sa femme m'a fait vivre un calvaire, puisqu'il m'a transformé en un enfant de la rue, c'est-à-dire je devais vendre des glaces pour elle, de l'eau glacée, aller chercher du charbon pour elle, c'est-à-dire j'étais devenu en quelque sorte un garçon de ménage. Tout c'était moi. Et en fait, c'était aussi une vie que je n'étais pas habitué. Puisque au village, ces gens du travail qui me faisaient travailler appartiennent aux femmes en fait. Voilà, appartient aux femmes. Pas chez nous, dans la société, les travaux sont spécialisés. Il y a des travaux spécialement pour des femmes, des travaux spécialement pour des hommes. Et quand je suis arrivé en ville, c'était autre histoire, une conception d'une vie sociale que je ne comprenais rien. Et pour vivre, j'étais obligé de m'entretenir, de m'incliner devant ces obligations. Et puis, j'ai continué à chercher une école. J'ai continué à chercher une école pour pouvoir étudier. Après une grande période de la recherche, j'ai pu trouver l'Institut Kilima pour me scolariser. Et quand, dès la première année, à ma 4e année littéraire, c'est-à-dire à ma 4e année littéraire, j'ai encore dû faire face à d'autres obstacles. En effet, les frères qui m'avaient pris chez lui pour vivre, ils ne voulaient pas que je fréquente, surtout sa femme. Ils ne voulaient pas que je fréquente, puisque d'abord ses enfants ne fréquentaient pas. Donc, comment un étranger pouvait étudier sans que les enfants n'aillent pas à l'école? Donc, sa femme se sentit très mal à l'aise avec moi. Et elle s'est opposée pour que je puisse étudier. Et comme moi j'avais trouvé une école, j'ai insisté pour étudier. C'est ainsi que les frères m'ont mis à la porte, m'a chassé. J'ai tout cherché une école à Lumbashi, je n'ai pas pu, un hébergement, je n'ai pas pu trouver. Jusqu'au point où
un frère m'a amené chez lui pour aller vivre chez lui. Il habitait très loin. Et là-bas, ce monsieur qui m'avait amené chez lui m'a fait introduire dans une organisation de ceux qui cherchent l'indépendance du Katanga. En fait, chez nous, dans ma province, c'est-à-dire à l'époque, il y avait une province qu'on appelait la province de Katanga. Et cette province, depuis 1960, cherche l'indépendance de Katanga. Et donc, à l'époque, j'avais 13 ans, je ne comprenais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais il m'a fait introduire dans ce système-là, c'est-à-dire être comme espion, faire ceci, espionner les policiers, faire soulever les drapeaux du Katanga, tout consort. Et j'étais heureux de servir puisque j'étais convaincu d'être quoi? D'être katangais que d'être congolais. Et vraiment d'abord, j'ai même les sangs katangais, je ne me sens pas vraiment congolais, disons, parce que j'appartiens à ceux qui veulent l'indépendance du Katanga. Donc c'est ainsi que par les convictions du patriotisme katangais, j'ai déchiré les drapeaux qui étaient à l'école où j'étudiais. Et cet acte m'a porté du malheur puisque j'étais arrêté. La police, l'ANER, c'est-à-dire agence de renseignement, est venue m'arrêter et m'a pris. Malgré mon âge, l'acte de déchirer les drapeaux était déplacé, était punissable, même pour des mineurs. C'est-à-dire que j'ai été mis en prison pendant 6 mois. Alors je suis allé là-bas, j'ai fait presque 5 mois et demi. Au moment où je devais être envoyé, transféré à Kinshasa, où il y avait une prison des enfants mineurs pour des actes de sabotage pour les drapeaux, c'est-à-dire pour les symboles de l'unité congolaise. Je devais être transféré, être emprisonné à Kinshasa. En fait, c'est là où on devrait aller statuer sur ma peine d'emprisonnement. En fait, les 6 mois que j'étais arrêté à Lubumbashi n'était pas vraiment, c'était juste que je ne sais pas, garde en vie, disons ça, c'était garde en vie, en attendant que je sois transféré à la capitale. Mais avant mon transfert, un policier de ma tribu, Moulouba, m'a permis de m'escaper, c'est-à-dire de fuir. C'est ainsi que je fuis vers la Zambie. Comme je connaissais une amie à moi, c'est-à-dire il y avait une fille à qui m'appréciait beaucoup, nous étions amis. Et quand le frère Moulouba m'a permis de fuir, je suis allé voir la fille. Et la fille a parlé avec sa maman et sa maman m'a donné $500 pour aller en Zambie. C'est ainsi que je fui en Zambie pour échapper à la prison et puis pour des raisons de patriotisme katangais. Quand je suis arrivé en Zambie, c'est là que j'ai eu maintenant l'idée soit d'aller en Afrique du Sud, soit d'aller au Botswana. En fait, ce sont des pays dont je connaissais. Alors en Zambie, je suis allé dans une ville qu'on appelle Dola. Dans cette ville, je ne connaissais personne, personne ne me connaissait. Mais sauf qu'heureusement, je parlais l'anglais. Donc le fait de parler l'anglais, ça m'a beaucoup un peu servi pour que les gens puissent m'aider. Malgré cela, je suis resté dans la rue. Alors comme il y avait un peu des agressions pendant la nuit, on s'agresse dans la rue. Donc moi, j'ai changé de milieu où je dormais. Si par exemple aujourd'hui je dors à Takadoum, demain je pars dormir à Salé, le lendemain je dormirai à Temara, si le lendemain je dormirai à Issoufia. Donc il n'est pas permis de dormir 2 ou 3 jours successifs, et même sur un seul quartier parce que tu risques d'être poignardé. Alors un jour, j'ai décidé d'aller dormir au centre-ville. Donc en partant, c'était vers 18h, 19h si je ne me trompe pas. J'ai vu les policiers, c'est-à-dire sur un commissariat. Je me suis approché avec les policiers pour les demander si je pouvais dormir à côté du commissariat pour éviter les agressions.
Et les policiers, comme ils ont remarqué mon accent d'anglais, que ce n'était pas l'anglais zambien, ils m'ont demandé qui j'étais. Je disais non, je suis katangais, je fuis mon pays. C'est ainsi que les policiers m'ont permis de, de dormir à côté et puis ils m'ont donné à manger. Vers 20h, c'est là où on a commencé à regarder la télévision. Et après, les journaux, j'ai vu Sa Majesté, le roi Mohamed VI. C'était ma première fois de lui voir. À ce moment-là, Sa Majesté avait fait un message sur la paix en Centrafrique, que les musulmans et les chrétiens devraient faire la paix, c'est-à-dire en tout cas les discours politiques de conciliation nationale. Alors j'étais un peu intrigué parce que c'était ma première fois de voir l'habillement traditionnel. Alors j'ai demandé au policier qui était à côté, qui est ce monsieur? Ça c'était la question dont j'ai posé au policier, qui est ce monsieur? Et le policier m'a répondu non, c'est Sa Majesté le roi du Maroc. Le Maroc? C'est quoi le Maroc? Il me dit mais c'est un pays. Bon, il me dit c'est un pays, c'est un bon pays, bon à vivre, l'éducation elle est gratuite, la vie sociale est calme, et c'est vraiment très différent d'ici chez nous. Je me suis dit, ah, mais si au Maroc l'éducation elle est gratuite, tout est gratuit, pourquoi continuer à vivre en Zambie? Laisse-moi aller au Maroc. Alors j'ai demandé au policier, où se trouve le Maroc? Il m'a dit non, le Maroc se trouve au nord de l'Afrique. D'abord, sincèrement, c'était ma première fois d'entendre parler du Maroc. Et d'abord, quand j'ai quitté mon village, je connaissais que ces pays dans le monde. Je connaissais que ces pays, et la Belgique parce qu'il nous a colonisés, les États-Unis parce que vous le savez déjà, l'Allemagne, et puis je connaissais la Zambie parce que c'était nos voisins, l'Afrique du Sud, la Tanzanie. Ce sont les pays dont je connaissais quand j'étais au village. Et d'autres pays africains, je n'avais aucune idée de leur existence. Et pour moi, le monde s'est résumé à ces 6 pays-là. C'est là où s'est résumé le monde. Je ne connaissais pas l'existence ni du Maroc, d'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, du Cameroun, etc. Alors, l'émission dit non, se trouve au nord. Mais j'ai dit, mais comment aller au nord? Il m'a dit, ok, ce n'est pas loin. Tu pars en Tanzanie. De la Tanzanie, tu pars en Ouganda. En Ouganda, tu pars au Rwanda. Au Rwanda, tu pars au Soudan. Au Soudan, tu pars en Égypte. Et là-bas, tu peux aller tranquillement au Maroc. Ah, donc ce n'est pas loin. Il dit oui, ce n'est pas loin. Alors, sincèrement, je ne pouvais même pas localiser le Maroc sur une carte d'Afrique. Donc, je me suis dit, ah ok, laisse-moi suivre quoi, son chemin. Donc, c'est là que j'ai changé mon idée d'aller en Afrique du Sud, mais pour aller venir au Maroc avec 3 objectifs. D'abord, étudier, trouver une école. Et pour ça, j'avais l'idée de rencontrer Sa Majesté. Parce qu'à l'époque, je pensais que c'était facile de lui rencontrer. Parce que, comme vous savez un peu, les chefs ou les rois de chez nous, au village, sont accessibles en fait. À n'importe quel moment, on peut voir Sa Majesté, ou vous pouvez lui parler, vous pouvez lui exposer votre problème. C'est dans cet esprit-là que je me disais non, je pouvais lui voir qu'il n'y avait pas aucun souci. Et deuxième objectif, c'était de venir ici, au Maroc, vivre, essayer de trouver un petit boulot pour pouvoir aider ma sœur au village. Et le troisième objectif, c'était en tout cas découvrir qu'était le Maroc, c'est-à-dire la vie sociale, la communauté, les coutumes. Donc c'est les 3 objectifs que je m'étais mis dans ma tête pour venir dans ces pays-là. Et donc, comme je ne connaissais pas la route, donc j'ai dû suivre les conseils des policiers. C'est là que tous les matins, je suis allé à la gare vers la Tanzanie. Donc, j'étais mineur, j'étais enfant.
Je suis arrivé là-bas, j'ai dit au monsieur que je voulais aller en Tanzanie, j'ai dit au chauffeur. Il m'a dit montez. Je n'avais ni papier, ni quoi que ce soit, je n'avais aucun passeport, aucun document avec moi. Donc, les camions ou les chauffeurs m'ont mené jusqu'à Dar es Salaam. C'est dans la capitale tanzanienne, après 10 jours de voyage. Quand je suis arrivé à Dar es Salaam, j'ai dit aller dans une autre ville, à Mwanza. Et quand je suis arrivé à Mwanza là-bas, j'ai rencontré une famille, c'est-à-dire un père d'abord, Papa Moussomi, qui m'a accueilli vraiment comme son fils, il m'a pris comme son fils. Il m'a beaucoup aidé, il m'a fait sentir, c'est-à-dire il m'a donné l'amour que mon père ne m'avait pas donné. Et sa femme m'a donné l'amour maternel. C'était pour moi la première fois que j'ai expérimenté l'amour d'un père et l'amour d'une mère. Et puis, en plus de ça, j'ai une grande famille. J'ai des gens que j'appelais mes grands frères, mes oncles paternels, à qui j'ai bavardé, mes cousins. C'est-à-dire, je me suis fait une famille là-bas et qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment aidé à changer ma conception de voir le monde et de voir une vie familiale. Et ce monsieur m'a envoyé à l'école. Mais c'est là, à l'école, où pour la première fois, j'ai découvert le Maroc sur une carte d'Afrique. Et c'est à partir de cette carte-là que j'ai fait un chemin pour pouvoir venir au Maroc. Et je me suis rendu compte que ce que les policiers m'avaient dit en Zambie n'était pas vraiment ça et que les chemins étaient trop dangereux. Donc les chemins qui étaient faciles pour moi, c'était d'arriver en Afrique de l'Ouest. Et là-bas, je pouvais marcher jusqu'au Maroc. Alors que moi, je me trouvais en Afrique de l'Est. Parce que d'abord, j'avais quitté l'Afrique australe, c'est-à-dire la Zambie, l'Afrique australe. Je suis allé en Afrique de l'Est. Et maintenant, là-bas, j'ai alors l'idée d'aller à la police, me représenter comme un Burkinabé. Comme un Burkinabé qui vivait en Afrique du Sud et qui veut maintenant rentrer dans son pays. C'est là que j'ai formulé une histoire comme un Burkinabé. Je suis allé sur Internet, j'ai cherché les noms, c'est-à-dire Burkina Faso, les 45 provinces du pays, les villes historiques, les tribus, les noms des tribus, les noms du président, du premier président, la date de naissance, plutôt la date de l'indépendance du pays. Et tout ça, je l'ai fait dans une semaine et je l'ai mémorisé dans ma tête. Parce qu'il fallait qu'une fois on me pose la question sur Burkina Faso, je devais être capable de répondre aux questions. C'est ainsi qu'après avoir mémorisé cette histoire, je suis allé à l'école où j'étais. J'ai dit au proviseur que non, j'étais malade et que je voulais qu'il m'aide avec l'argent. Comme le monsieur était en arabe, il a fait une annonce à l'école. Les élèves ont cotisé